kuyingurira ibifungurwa no gutarisha imikino y'urutonde rw'ivyorangurwa Thank you ku so rwego much. I will rwa invite the Afrika Ambassador Jad to ati hamwe igisata submit to c'ubutare give. They n'uburimyi will have vyoshigikwa time bikanateza after imbere to vyotuma give urwaruka a short ruronka presentation of akazi their gito report. ntirusubire gukoreshwa They mu can bikorwa just bihungabanya submit to His amahoro Excellency the n'umutekano document, ati rero ishirahamwe and ry'ubumwe after bwa Afrika rirahamagariye you will ibihugu have gushira time imbere urwaruka to mu bikorwa detail vyo that guhinga mu gisata report. co gucukura no guhingura ubutare hamwe no mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. On va leur demander de juste donner le document du rapport à notre champion et nous allons consacrer un temps pour leur présentation au reste aussi de la jeunesse. Une photo peut-être pour les ambassadeurs qui sont en fin de mandat, qui viennent de présenter le rapport à leur champion, le champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Et nous allons à présent inviter l'auditoire à bien vouloir être attentif au discours de circonstance qui va juste suivre, le discours d'ouverture de la 4e édition du dialogue continental sur la jeunesse, paix et sécurité. Applaudissez s'il vous plaît, il est le chef de l'État burundais, mais il est également le champion de tout un continent sur le programme, l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Je vous remercie. Monsieur le Président, nous sommes tout oui. Je suis très ravi d'être ici devant vous, surtout quand j'ai cette occasion de parler devant des personnes adultes qui ont montré leur expérience dans la jeunesse, mais qui aujourd'hui se comptent parmi les adultes. Ici, je fais allusion à son Excellence l'ambassadeur Ézéchiel, qui était président de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, Ligue Imbonerakure, mais qui maintenant est président de la commission de la CAC. Je vois ici devant moi d'autres des jeunes qui étaient renommés. Ambassadeur Willy Nyamitwe était un cadre actif de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir. Ici aussi, nous avons le ministre Kibeya, qui est parmi les initiateurs des programmes d'autonomisation économique et création d'emplois pour les jeunes, qui est maintenant ministre. Tout cela montre que la jeunesse peut devenir très importante dans un État. Aussi, je me réjouis de saluer la présence du président de la Cour suprême et président de la Cour constitutionnelle qui ont répondu présents à cette édition. Et ceci témoigne que l'institution judiciaire du Burundi est engagée dans la politique de la jeunesse burundaise. Je salue également la présence de l'ombudsman du Burundi, qui s'est engagé aussi à accompagner l'agenda de la jeunesse, paix et sécurité. Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur le représentant de l'Union africaine,
Monsieur le Président de la Commission de la CAC, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques ici présents, je salue votre présence parce que les partis politiques sont la source principale de toutes les politiques du pays et je salue la présence du secrétaire général adjoint du parti au pouvoir qui est venu avec les hauts représentants de son parti. Monsieur le représentant de l'envoyé spécial de l'Union africaine dans la région de Grand Lac, Madame la représentante de Seychelles, Monsieur le représentant de la Gambie, Monsieur le représentant du PNUD au Burundi, Mesdames, Messieurs les gouverneurs de province du Burundi, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse du Burundi, Monsieur le coordinateur national du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ, Mesdames, Messieurs, représentants des jeunes dans les pays membres de l'Union africaine, ici présents, Excellences, Mesdames, Messieurs les délégués, chers jeunes burundais qui sont présents dans cette séance, tout protocole observé. C'est avec un grand honneur et un plaisir d'ouvrir les travaux de cette 4e session du dialogue continental sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité en Afrique. Tout d'abord, je salue chaleureusement l'auguste assemblée et souhaite la bienvenue à tous les officiels et les jeunes venus des différents pays d'Afrique pour participer à cet important événement. Je vous adresse mes vœux de bon séjour parmi nous dans un esprit de fraternité. Je remercie sincèrement vous tous, distingués invités et participants, qui avez bien voulu répondre positivement au présent rendez-vous, malgré les multiples obligations dans vos services respectifs. C'est pour nous un signal fort de soutien, de solidarité et de franche collaboration, et un témoignage éloquent de l'intérêt que vous attachez à l'agenda jeunesse, paix et sécurité en Afrique. Chers honorables, distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'Afrique est un continent dont la majeure partie de sa population est jeune. Selon les estimations des Nations Unies, les jeunes représentent 70% de la population totale du continent africain. On estime 400 millions le nombre de jeunes âgés entre 15 et 35 ans sur le continent. Il s'agit d'une réalité qui dicte aux décideurs africains une stratégie à adopter, inscrire la jeunesse au cœur des actions en vue de capitaliser cette opportunité. Cependant, malgré leur dynamisme et leur détermination à contribuer au développement des pays respectifs et du continent, certains jeunes sont toujours confrontés à plusieurs défis, dont le principal est le manque d'emploi. Nombreuses économies africaines ne peuvent pas absorber le grand nombre de jeunes entrant sur le marché du travail, ce qui entraîne
des frustrations chez les jeunes, les poussant ainsi dans des actes déstabilisant la paix et le développement socio-économique. De même, on constate amèrement que beaucoup de jeunes Africains quittent leur pays dans l'espoir de trouver de meilleures opportunités d'emploi ailleurs. Ces départs, souvent difficiles et risqués, reflètent leur décision profonde d'améliorer leurs conditions de vie et de soutenir leurs familles restées au pays. Et cela s'ajoute à d'autres enjeux mondiaux qui se répercutent sur le continent. En effet, Excellences, Mesdames, Messieurs, quand nous observons des mutations en cours dans le monde et les réponses que notre continent apporte aux questions de l'ère, il semble que nous ne réalisons pas assez les enjeux du moment. Les pays africains, l'un après l'autre, subissent des troubles internes et les médias nous disent que c'est normal, que le peuple est en colère, que la génération Z exige des changements. Et voilà que des pays traditionnellement paisibles deviennent soudainement agités. Mais en fait de compte, on ne sait plus définir les vraies causes de ces conflits violents. Les uns vous diront que c'est à cause de la pauvreté, alors que celle-ci aussi est causée par des conflits violents. Ce qui fait que la pauvreté soit devenue un prétexte et non une cause du conflit, car le conflit ne résout pas le problème de pauvreté. Par contre, il l'empire. Il faut chercher ailleurs les vraies causes des conflits en Afrique. Ici, je souligne, parce que j'ai eu beaucoup d'occasions de discuter avec beaucoup de personnes avisées. Si vous demandez les causes des conflits en Afrique, beaucoup vous diront que les causes de ces conflits, c'est la pauvreté. Mais quand vous demandez quelle est cette cause de la pauvreté, il va vous dire encore que c'est à cause des conflits répétitifs en Afrique. Alors, où est-ce que nous allons trouver la solution? Si la pauvreté est source de conflits et que le conflit est source de pauvreté, alors où trouverons-nous la solution? Mais ce qu'on sait, c'est que le conflit conduit à la destruction de nos nations. Il faut chercher des solutions sur la pauvreté. Aujourd'hui, presque toute l'Afrique est confrontée à une guerre géopolitique et idéologique de grande ampleur. Certes, sur la grande partie du continent africain, on n'entend pas des crépitements des armes, mais je dois vous avouer que la guerre d'aujourd'hui est plus subtile et plus complexe que nous le pensons. L'Afrique est l'objet de convoitises multiformes. Mais pour pouvoir mettre la main sur les immenses richesses du continent, les géants de son monde attisent le feu et les conflits. Ils nous mènent une guerre de l'ombre. Ils ne se laissent pas voir, mais ils sont là, cachés, déguisés et ils nous distraient. Dans un tel contexte, les pays comme la RDC ici à côté peuvent se faire agresser et vivre des conflits interminables pendant que la communauté internationale regarde ailleurs alors que nos cris semblent inaudibles.
Les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger et les autres pays du Sahel peuvent se retrouver confrontés à l'insécurité djihadiste pendant des années sans que la communauté internationale ou régionale n'intervienne pour ramener l'ordre en guise de solidarité. Des soulèvements populaires éclatent dans des pays traditionnellement très paisibles et à la fin, on découvre que l'argent qui était destiné à l'aide au développement a servi à financer le changement des régimes peu favorables aux intérêts des puissants. Des leaders politiques qui pourtant devraient contribuer au maintien de la paix et à la stabilité deviennent des acteurs de destruction de leur pays pour raison d'être au sommet de l'État. Oui, je suis d'avis que ceux qui disent que tout n'est pas rose en Afrique, mais il n'y a aucun problème social, politique ou économique qui ne puisse trouver une solution pacifique. C'est toujours le dialogue qui finit par ramener la paix. Je crois que le Burundi a connu l'une des plus longues guerres civiles d'Afrique, mais c'est le dialogue qui a apporté la solution durable. Il vaut donc mieux commencer par le dialogue que de l'utiliser en dernier recours. Non seulement l'option de la guerre fait reculer le développement de plusieurs décennies, mais aussi le dialogue après la guerre ne ressuscite pas les morts. Même si nous arrivons à une paix par le dialogue, nous regrettons toujours nos morts. Alors, pourquoi accepter de nous entretuer au lieu de s'asseoir ensemble pour dialoguer? Nous avons donc besoin d'une Afrique en paix, mais également d'une Afrique debout et consciente des enjeux géopolitiques et géostratégiques d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous sommes réunis dans ce dialogue continental pour échanger sur comment éviter des guerres en Afrique en menant un combat contre tout ce qui peut être la cause des conflits en Afrique. Il y a des sujets qui sont évoqués souvent, les sujets de manque de leadership, les sujets de non-exploitation de nos ressources qui causent la pauvreté. Concernant la question de leadership comme source de conflit, la question de leadership est remise en cause par des idéologies politiques qui poussent les politiciens à chercher la maîtrise des ressources de l'État pour se maintenir au pouvoir. C'est ainsi que certains dirigeants africains sont devenus des profiteurs et non des éclaireurs. Son manque de leadership éclairé a eu des répercussions sur l'intelligentsia africaine. En effet, le système éducatif s'est focalisé à créer des employés et non des personnes clairvoyantes capables de créer un avenir meilleur pour même ceux qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école. Vous trouverez que la majorité des intellectuels sont convaincus que leur vie doit dépendre de l'employeur. Et plus il y a des employés, ceux-ci ont toujours tendance à se retourner contre l'employeur. Et cet employeur, souvent, on l'appelle État. Quand alors les employés se tournent contre l'employeur, c'est le début de la destruction, car les caisses de l'État ne peuvent pas suffire pour permettre à tout le monde de vivre une vie de luxe. Et en fait de compte, c'est la rivalité entre les employés et les dirigeants
qui représente l'État pour la course au sommet de l'État qui devient la source d'instabilité dans le pays. Dans cette assemblée, je souhaite que nous puissions d'abord découvrir le leadership qui est en nous afin de nous guider pour le développement de nos nations. Ici aussi, je voudrais souligner cette question qui est principalement la cause des conflits. On a appelé les intellectuels qui doivent être des employés et on a appelé l'État l'employeur. L'État, c'est une institution. Les représentants de cette institution deviennent alors des employeurs qui doivent satisfaire les employés. Si je témoigne, un jour j'ai organisé une réunion avec tous les syndicats du pays. Les revendications des syndicalistes toujours, c'est le dialogue entre l'employé et l'employeur. J'ai demandé aux syndicats des services publics d'abord de se séparer des syndicats des services privés. Alors j'ai demandé aux syndicalistes des services publics de chercher l'employeur pour qu'on commence le dialogue. Et regardez le président de la République. Moi j'ai dit, je suis aussi le fonctionnaire de l'État. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Alors ensemble, nous tous, les fonctionnaires de l'État, cherchons l'employeur pour qu'on commence le dialogue. Où est-ce que nous allons trouver l'employeur? Les fonctionnaires, les intellectuels, oublient que ce sont eux qui représentent l'État dans les services qu'ils occupent. Si vous êtes enseignant dans cette classe, vous représentez l'État dans la mise en œuvre de la politique de l'éducation. Alors vous allez chercher où l'autre enseignant qui va dialoguer avec vous. La meilleure source de conflit, c'est que nous les intellectuels, on nous a fait oublier que nous sommes des serviteurs. Et on pense qu'il y a toujours une société qu'on appelle l'État qui a un directeur général qui va dialoguer avec nous. C'est nous-mêmes qui doivent dialoguer avec nous. Et quand il commence à chercher l'employeur, il cherche celui qui est à la tête d'un service ou de l'État. Et lui, tout le monde se ressemble. Ils deviennent des concurrents et ils disent « ôte-toi de là pour que je m'y mette ». Il n'y a pas de solution. Si vous dites « ôte-toi de là pour que je m'y mette », si vous allez là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entamer ce dialogue. Même cette maladie se trouve chez les politiciens, les chefs des partis politiques. Ils vous diront, si vous me lisez, je vais vous faire ceci, ceci, ceci. Je vais construire des routes, des écoles. Demandez-lui, où est-ce que vous allez trouver de l'argent? Parce que l'argent vient du travail des citoyens. Alors, si vous me dites, je vais construire une route, où est-ce que vous allez trouver de l'argent? Si vous ne me montrez pas où je vais trouver l'argent pour contribuer à l'État, comment vous allez trouver de l'argent? Montrez-moi alors la vision que vous avez. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà la cause du conflit, c'est parce que nous sommes devenus employeurs, nous ne sommes pas des travailleurs. Alors il faut changer, c'est le moment. C'est pour cela que j'invite la jeunesse de commencer à être des leaders. Un bon leader, c'est celui qui doit avoir une vision de l'avenir. Comment nous allons vivre l'avenir? Moi, je souligne que la meilleure solution, c'est de découvrir en nous le leadership qui se cache en nous. Vous pouvez me demander pourquoi j'évoque ce sujet ici à ce moment. Pour moi, je considère que la vie future de notre jeunesse, le futur de nos nations se forgera à partir de la découverte du leadership
qui est en nous depuis notre conception. En effet, ici, je parle surtout à la jeunesse parce que nous, les adultes, nous avons été contaminés. Il faut que vous, la jeunesse, vous compreniez réellement. Si nous lisons dans les Saintes Écritures, l'homme a été créé pour dominer la terre et tout ce qui s'y trouve. Notre leadership naturel est né de la volonté de Dieu quand il décida de créer l'homme. Ainsi, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est Genèse 1, verset 26. Notre leadership naît de là. Ici, tout le monde est leader. Il reste à faire renaître ce leadership pour pouvoir l'utiliser dans la création de notre futur. L'origine du conflit vient quand l'homme cherche à dominer l'homme pour le contrôler les ressources communes. C'est là l'origine. L'homme commence à dominer l'homme, alors qu'à la création, ce n'était pas prévu que l'homme domine l'homme. L'homme domine la terre et tout ce qui s'y trouve, mais il n'a pas eu l'autorité sur l'homme. Le conflit commence quand l'homme veut dominer l'autre homme pour le contrôle des ressources communes. Le leader, c'est celui qui sait transformer la situation du moment pour créer un avenir meilleur. C'est vous les jeunes qui doivent le faire aujourd'hui. Vous devez étudier comment transformer la situation du moment pour créer un meilleur avenir. Et si nous comptons sur les autres, il nous sera difficile de créer cet avenir. En ce qui est de la question de non-exploitation de nos ressources naturelles comme source de conflit, avant de créer l'homme, Dieu avait mis en place toutes les ressources qui serviront à la vie de l'homme et celui-ci a été appelé à les transformer. Dans la Bible, nous lisons dans Genèse 2, verset 26, que lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Le début de la vie de l'homme, l'homme doit être pour cultiver le sol. L'homme a donc été créé pour cultiver la terre et fructifier les arbres et les herbes des champs afin d'avoir à manger. Je souligne à manger, parce que vous entendrez que quand il y a des conflits entre les politiciens, il vous dirait que la cause, c'est le ventre. À manger. Alors, où est-ce qu'ils trouvent ce qu'ils peuvent manger sans qu'ils ont cultivé? En plus, après la création de l'homme, l'Éternel Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Oui, Dieu avait tout prévu. Il savait que l'homme aura besoin à manger. Il a mis alors à sa disposition la matière première, le sol, les semences et la pluie. C'était pour lui permettre de produire des aliments. Aussi, Dieu savait que l'homme aura besoin des outils pour produire ces aliments. Nous avons le sous-sol, des minéraux,
nous devons nous habiller, nous devons habiter des maisons décentes, mais sans transformer nos ressources naturelles, nous ne pouvons pas les avoir. Malheureusement, il y a d'autres qui vous diront, qui vous enseigneront qu'un intellectuel ne peut pas travailler la terre. La question de non-exploitation agricole conduit à l'insécurité alimentaire, car comme le prescrit le proverbe burundais harayin inzara hazinduka inzigo, en français, j'ai découvert que tous les hommes se ressemblent, parce que les proverbes qui se trouvent en kirundi aussi se trouvent en français. Le proverbe français dit que lorsque la faim est à la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. Et la misère et la faim détruisent les sentiments de l'homme. C'est pour cela que je dis, nous voulons avoir un bon cœur, avoir un bon sentiment envers autrui. C'est ça la paix. Avoir un bon cœur, avoir un bon sentiment envers autrui, c'est ça la paix. Or, lorsque la faim est à la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. Nous devons créer notre indépendance financière en générant des revenus afin de créer ce bon sentiment. Malheureusement, devant notre misère, on cherche à qui jeter le tort. Quand on est misérable, on cherche toujours c'est à cause de qui. Et souvent, c'est l'autorité de l'État qui est accusée. Est-ce que le président de la République peut aller cultiver dans ta propriété? Il le pourra. Mais chaque fois qu'on est misérable, on pense que la misère a été causée par l'autre. On ne cherche pas en nous. C'est pour cela que je voudrais qu'on réveille ce leadership qui nous pousse à créer notre avenir en créant l'indépendance financière. Chers amis, la richesse vient de la création des revenus et ces revenus ne doivent pas venir que de l'exploitation des ressources naturelles, le sol et le sous-sol. Certains parlent du manque de capital et de démarrage. Moi je dis, Dieu nous a créés avec un capital. Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, ici au Burundi, nous avons initié maintenant un programme d'exploitation de nos minéraux. Réellement, tout le monde est passé. Comment nous pourrons exploiter ces minéraux sans qu'on ait un capital? Moi, j'ai trouvé dans la jeunesse burundaise un capital très important. J'ai dit, maintenant nous avons un champ qui est mûr pour être récolté. Nous avons besoin de travailler pour récolter ce champ. J'ai mobilisé toute la jeunesse burundaise et aujourd'hui on a commencé à vendre nos minéraux grâce à la force de nos jeunes. Demain, on aura ce capital pour pouvoir acheter les machines afin de transformer. Nous avons maintenant des ingénieurs. Si aujourd'hui on vend des minéraux bruts, demain on va vendre des minéraux semi-finis. Après demain, on va vendre le produit de ces minéraux. Mais tout ne se fait pas en un jour. Si cette mobilisation des jeunes vers la destruction de nos pays était une mobilisation des jeunes pour aller dans le domaine de production, notre jeunesse serait contente parce que maintenant, ceux qui ont entré dans ce domaine, maintenant reçoivent des revenus. Ils sont maintenant contents. Ils n'ont pas le temps dans les politiques contre-productives. Maintenant, ils travaillent,
et je vois que nos jeunes sont satisfaits aujourd'hui grâce à ce programme d'exploitation minière. Moi, je n'ai pas attendu les investisseurs étrangers parce qu'ils viendront quand? Ils viendront quand on aura mer de faim. Mais j'ai vu que les minerais, le secteur minier peut occuper 80% de la jeunesse burundaise. Et aussi, il faut noter que la base a été que nous avons maintenant des ingénieurs géologues, des ingénieurs miniers qui ont fait des explorations, qui ont fait des recherches. Et du jour au jour, on découvre même les minéraux qu'on ne savait pas qu'ils existent dans le pays. Et ce sont ces ingénieurs maintenant qui sont devenus des commandants des autres jeunes qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école. Et je pense qu'avec tout cela, nous allons réussir. Alors, Excellences, Mesdames, Messieurs, de tout ce que je viens de dire, vous comprenez pourquoi nous avons choisi ce thème pour la 4e édition du dialogue continental sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité en Afrique. Au-delà des discours, l'autonomisation et l'engagement des jeunes dans le développement durable, les systèmes agroalimentaires et les chaînes de valeur minières un moteur essentiel de l'agenda continental jeunesse, paix et sécurité. Excellences, Mesdames, Messieurs, oui, nous devons rendre le système agroalimentaire et les chaînes de valeur minières le moteur essentiel de l'agenda continental jeunesse, paix et sécurité, parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, la production est la seule source de la paix et de stabilité dans le pays. On ne dira pas la paix, la sécurité, tant qu'on n'a pas eu des éléments essentiels de notre vie. Chers amis, ce qui hante la jeunesse africaine, c'est la satisfaction des besoins élémentaires dans sa vie au quotidien. Pourquoi alors semble-t-il être impossible pour les jeunes Africains de satisfaire leurs besoins alors que l'Afrique est riche de son sol, de ses pluies et de ses ressources naturelles abondantes? Je me félicite que beaucoup de jeunes Africains commencent à se réveiller et à comprendre de mieux en mieux que c'est eux-mêmes qui doivent forger l'avenir. C'est cela la renaissance du leadership africain. Le leadership est ce qui nous permet de percevoir l'avenir et se positionner par rapport à lui. C'est cela qui doit inciter les dirigeants à impliquer les jeunes dans les sphères de décision. C'est ceci qui doit inciter ces jeunes. Oui, je le sais, j'ai cette expérience. J'ai mis en avant la jeunesse dans les sphères de décision ici au Burundi. Il y en a qui comblent ma joie, mais il y en a d'autres qui me déçoivent. J'ai eu des jeunes qui m'ont déçu. Vous le savez vous-même, des jeunes à qui je donnais des services, mais par après, ils étaient embourbés dans la corruption et dans les malversations. J'en ai eu. Avant que j'ai commencé ce programme de mettre en avant la jeunesse, il y a des adultes qui disaient que je fais des erreurs, que ces jeunes ne sont pas expérimentés. La réponse que je donnais, je disais, montre-toi ce que tu as fait pour nous servir d'exemple. Parce que tu ne peux pas dire, je suis adulte, sans montrer ce que tu as fait. Alors, si tu n'as rien à nous montrer comme expérience, laissez les jeunes alors, eux, ils vont aussi se tester. C'est dans la Bible où Dieu disait, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, donnez-moi la dîme pour me mettre à l'épreuve. Moi aussi, j'ai mis en avant la jeunesse pour les mettre à l'épreuve.
mais la majorité a réussi. La majorité a réussi. Voilà, celui qui a commencé dans le programme de paillage est devenu maintenant super ministre. Un ministre qui est en charge des mines, qui est en charge de l'industrie, en charge du commerce, en charge du tourisme. C'est un super ministre parce que j'ai trouvé en lui qu'il est capable de créer l'emploi pour les jeunes. Il a donné l'expérience, c'est ce qu'il a fait. Il était directeur des opérations dans le programme paillage et maintenant, c'est lui sur lequel nous comptons pour l'avenir de notre nation. En effet, Excellences, Mesdames, Messieurs, ici je m'adresse aux adultes pour leur faire comprendre la situation dans laquelle nous sommes passés. Nous avons évolué dans une société piégée qui nous enseigne à vivre le régime de la dépendance. On étudiait. On nous disait que si vous étudiez, vous serez employé au lieu de produire. On vous disait que l'État a été qualifié l'employeur qu'il va vous donner du travail. Il y en a même qui disent que nous sommes pauvres parce que l'État ne fait rien pour nous, oubliant que cet État dont on parle est comme un arbre dont nous sommes les branches. Si l'arbre est coupé, le tronc, les branches et les fruits qu'il porte tombent tous. Nous avons donc besoin d'entretenir cet arbre. Ce n'est pas l'arbre qui nous entretient, c'est nous qui devons entretenir l'État pour lui donner la vigueur de nous porter. Et pour cela, nous devons avoir des moyens de l'entretenir. Et d'où viendront ces moyens? Il y a des fonctionnaires qui ne savent pas d'où vient leur salaire. Les fonds que l'État utilise dans tous ces programmes ne proviennent que des impôts, des taxes et des redevances. On ne peut pas avoir des impôts et des redevances sans avoir produit des revenus. Tout comme on ne peut pas prétendre avoir des taxes tant que les citoyens n'ont pas le pouvoir d'achat. J'ai fait cette observation aux opérateurs économiques. Les opérateurs économiques qui pratiquent des contrebandes. Je leur disais, si vous ne donnez pas des impôts, s'il n'y a pas de taxes, on n'aura pas de route, on n'aura pas d'école, on n'aura pas d'hôpital. Alors, comment cet État pourra vivre tant qu'il n'y a pas de facilité pour tous citoyens? L'impôt détermine les bénéfices réalisés, tandis que les taxes montrent qu'il y a un pouvoir d'achat pour les citoyens. Alors, où est-ce que les citoyens vont trouver le pouvoir d'achat? Il faut toujours aller dans le secteur de production. Quelles que soient les conditions, nous devons produire, croître notre économie. En définitive, nous retenons que les caisses de l'État sont alimentées par le résultat du travail productif qui est le développement des chaînes de valeur. Nous ne pouvons pas prétendre être embauchés tous dans le service de l'État, car l'État n'aura pas de moyens pour payer tous les fonctionnaires. Je sais qu'il est difficile d'avaler cette vérité qui nous oblige à peiner pour avoir la survie, parce qu'il y a d'autres qui nous ont enseigné qu'il suffit d'étudier et de recevoir un diplôme pour devenir riche, sans nous montrer le vrai chemin du succès dans la vie, qui n'est autre que le dur labeur. Ils nous jugent que nous sommes pauvres, mais entre-temps, ceux qui nous jugent que nous sommes pauvres, ce sont eux qui sont en train de piller nos ressources naturelles. Avec nos ressources,
Il crée des richesses qui servent d'appât pour attirer les jeunes à quitter leur pays, pensant que la vie meilleure se trouve dans ce pays. On prend nos ressources, on va les transformer, on donne l'emploi à leur jeunesse et on nous attire pour aller là-bas. Pourquoi? Parce que si nous y allons, la main-d'œuvre devient moins chère. Mais aussi ce qu'ils transforment, ils vont le vendre chez nous à plus cher. Pourquoi alors nous, puisque nous avons étudié, nous ne pouvons pas transformer ces ressources pour en faire les vendre chez eux? C'est possible, mais c'est une décision. Parce que ceux-là même qui veulent qu'on les donne nos ressources naturelles, ce sont eux qui nous incitent à la corruption et à la malversation économique. Ils traitent nos dirigeants. Vous verrez qu'en dirigeant nos corruptibles, il est mal vu par certaines puissances. Vous verrez que les pays qui ont démontré leur capacité de se développer, ce sont les pays qui ont été cibles de destruction. La Somalie était la grande puissance en Afrique. La Libye était une grande puissance en Afrique. Mais vous avez vu comment ces pays ont été détruits jusqu'à ce qu'on ne se rappelle plus là où étaient les villas et les buildings. J'ai été en Somalie, j'ai vu ce qui s'est passé là-bas. C'est une expérience que j'ai. Si Al-Hidayr n'est pas corrompu, n'est pas versé dans les malversations économiques, il est mal vu. Parce que c'est lui qui bloque le développement de ces grandes puissances. Malgré tout cela, le continent africain reste une source de meilleures opportunités pour l'entrepreneuriat et la créativité des jeunes. Chaque jour, je vois des jeunes Africains qui exhibent leurs talents dans des secteurs de production variés. Les uns dans l'agriculture, l'élevage et le TIC, d'autres dans l'industrie de transformation et dans la production artistique et j'en passe. Je suis de près les activités de la jeunesse. La jeunesse africaine commence à se réveiller. Je vois sur les chaînes YouTube ce qui montre comment ils rapportent quand ils adhèrent au secteur agricole. Je vois en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, les jeunes démontrent très bien qu'il y a moyen de créer des revenus quand nous acceptons de pratiquer l'agriculture et l'exploitation de nos ressources naturelles. Nul n'ignore que les innombrables opportunités qu'offre le continent africain et qu'il faudra aussi les capitaliser. La main-d'œuvre jeune, les ressources énergétiques et minières, les atouts naturels dont regorge le continent africain sont des facteurs qui peuvent favoriser l'autonomisation et l'engagement des jeunes dans le développement durable du continent. La croissance verte et la résilience climatique pouvant booster les systèmes agroalimentaires et les chaînes de valeur, moteurs essentiels de l'agenda continental, jeunesse, paix et sécurité. Avant de clore ce chapitre d'exploitation minière, je voudrais aussi vous faire un petit témoignage que j'ai trouvé ici sur terrain. Partout dans les sites où nous avons trouvé des minerais, on a trouvé que pendant la colonisation, ces minerais étaient exploités. On a trouvé des tunnels de longueur de plus de 500 mètres. Mais à l'indépendance, on a tout bouché et on a planté des arbres et on a qualifié ces zones de réserve naturelle où les gens ne peuvent pas piétiner. Ici, on a trouvé plus de 8 sites où il y avait des tunnels qui avaient été bouchés. Mais malheureusement, on continue de nous donner des aides, alors qu'il fallait au moins nous dire que nous avons une richesse qui se cache sur notre terrain. C'est un témoignage que j'ai trouvé. J'ai circulé dans tout le pays pour explorer, voir réellement si le Burundi, le sous-sol burundais est pauvre. Ici, dans notre pays, ce qu'on étudie à l'école, on nous disait que le sous-sol burundais est extrêmement pauvre. Que ce qui se trouvait seulement, c'était la tourbe. Un minerai qui ne valait rien. Mais aujourd'hui,
ça a la valeur. Ça a la valeur. Alors, imaginez-vous, j'ai trouvé plus de 119 sites d'or. J'ai trouvé que partout, c'est le coltan, c'est cassitérite, c'est wolframite. J'ai trouvé que partout, les roches que nous avons sont des pierres précieuses. Tout cela a été découvert aujourd'hui par la jeunesse, les jeunes ingénieurs, géologues et miniers. Je les remercie. Parce que ce sont eux qui m'ont fait découvrir la réalité burundaise, la richesse qui regorge le Burundi. Je remercie la jeunesse burundaise. Je pense que maintenant, à l'heure où nous sommes, personne ne viendra pour nous tromper. Chers honorables et distingués invités, mesdames, messieurs, la jeunesse est synonyme d'avenir et d'espoir, mais aussi d'opportunités à saisir. Afin de faire fructifier cet énorme dividende démographique qui représente les jeunes, en tant que leaders, nous devons mettre à leur disposition des cadres légaux et institutionnels qui stimulent leur engagement et qui les inspirent afin qu'ils puissent mettre leurs forces actives à contribution pour le développement durable du continent. À ce propos, le Burundi est en train de connaître une transformation significative grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des partenaires au développement et des jeunes. Nous avons certes eu l'occasion de parler des initiatives burundaises dans ces dernières années en matière d'autonomisation des jeunes et de lutte contre le chômage, au sommet desquels se trouvent la Banque d'investissement pour les jeunes, la Banque d'investissement et de développement pour les femmes, le Centre de formation polytechnique et de reconversion professionnelle de Russie et le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes. On l'a dit souvent, aujourd'hui on a commencé à récolter des fruits. Au Centre de formation polytechnique et de reconversion professionnelle de Russie, nous venons d'avoir des témoignages des jeunes qui ont été formés. Je remercie l'Union africaine à travers la BAD qui ont financé l'équipement pour ce centre. J'ai vu un jeune qui avait le baccalauréat en langue française. Est-ce que si vous avez le bac en langue française, qu'est-ce que vous pouvez faire dans la production? Mais arrivé au centre de reconversion professionnelle, elle a appris la gestion des ressources humaines par la digitalisation. Et quand il a terminé, il nous a démontré qu'il est capable maintenant de gérer les ressources humaines d'une entreprise. Mais avant, il ne savait pas. Nous avons vu des ingénieurs en construction qui ne savaient même faire des plans de maison. Mais aujourd'hui, ils sont capables avec des logiciels qu'ils ont appris. Nous avons presque les équipements pour la formation dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit la technologie, même l'irrigation. On apprend aux jeunes comment faire l'aménagement des irrigations. Donc ce centre nous a été très utile. Pour le paillage et la banque de développement pour les jeunes, on a eu depuis 2021 des chiffres qui nous indiquent que 44 929 jeunes ont été directement formés. 4 558 projets ont été financés par le programme. 4 558 projets ont été financés par le programme. 4 514 stages ont été offerts aux jeunes. 13 576 000 jeunes ont été sensibilisés. 609 stagiaires embauchés. 16 846 emplois permanents ont été créés. 83 469 emplois temporaires ont été créés et 51 977 emplois potentiels ont été créés. Parce que si vous créez une entreprise,
vous créez aussi l'emploi. Ceci veut dire que les initiatives d'autonomisation et de la jeunesse sont en train de reconfigurer l'ossature économique de notre pays. Grâce à l'appui des différents programmes et structures à leur disposition, les jeunes burundais continuent d'innover dans des domaines clés comme l'agroalimentaire, les technologies, l'exploitation minière, l'économie circulaire et les services sociaux. Nous sommes plus que satisfaits et très heureux de noter que les jeunes burundais manifestent une grande disponibilité à s'impliquer et à participer aux actions de développement et surtout à prendre des responsabilités dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets et programmes qui déterminent véritablement leur avenir et celui de la nation burundaise à travers des structures mises sur pied par le gouvernement. Honorables et distingués invités, mesdames, messieurs, comme d'aucuns parmi nous le savent, les questions en rapport avec la jeunesse, la paix et la sécurité sont des questions transversales qui nécessitent d'être associées à des programmes et des interventions particulièrement centrées sur la protection sociale, la protection de l'environnement, la consolidation de la paix et l'autonomisation des jeunes. C'est dans ce cadre que des efforts visant à promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, en particulier l'intégration de la contribution des jeunes, ont été entrepris par l'Union africaine. En effet, plusieurs initiatives telles que l'adoption par l'Union africaine de l'agenda jeunesse, paix et sécurité visent à promouvoir l'autonomisation et l'engagement des jeunes dans les efforts de paix, de sécurité et de gouvernance à travers le continent. L'adoption de la résolution 2250 sur les jeunes, la paix et la sécurité par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2015 a consacré l'inclusion des jeunes dans la construction de leur propre avenir en invitant à prendre part à la création des solutions pacifiques dans les régions touchées par la violence et les conflits armés. L'influence de la jeunesse sur la marche du monde reste prépondérante. En les associant au vrai sens du terme, aux initiatives de la promotion de la paix et de la sécurité et de la stabilité en Afrique, les institutions concernées doivent donner de la visibilité aux contributions que les jeunes apportent au monde d'aujourd'hui et à celui de demain. Je ne le dirai jamais assez. Nos meilleures ressources sont les jeunes de nos pays. Notre jeunesse représente ce que sera notre continent et il est de notre devoir de leur permettre d'atteindre la meilleure version d'eux-mêmes en tant qu'agents de changement et ils sont les seuls à pouvoir dessiner l'avenir du continent. L'Afrique doit impérativement investir dans des solutions qui offrent aux jeunes de réelles possibilités de se lancer dans les activités qui leur permettent de réaliser leurs rêves et devenir des architectes de leur propre destinée. C'est pour cela que j'invite mes homologues présidents et chefs de gouvernement africains à prendre des initiatives audacieuses de nature à permettre aux jeunes de se sentir soutenus et encouragés. Aussi, j'invite les jeunes à ne pas se distraire et aussi à apprendre la discipline de la vision. Pour pouvoir mettre en œuvre la vision, il faut la concentration, il faut la discipline, il faut toujours aller dans le même sens tous ensemble. Ici au Burundi, notre slogan, c'est « Ensemble, tout est possible ». On ne pourra vaincre la pauvreté que si on est ensemble. Les dirigeants et les dirigés, les adultes et les jeunes, ensemble, nous pourrons bâtir notre avenir. Et nous devons le comprendre tous. Les systèmes agroalimentaires et les chaînes de valeur
minières sont des secteurs clés pour pouvoir booster l'économie africaine. Ils offrent des opportunités pour les jeunes de créer des emplois. Je l'ai dit, maintenant, plus de 5 000 jeunes sont employés dans le secteur minier. Ces programmes peuvent aussi offrir des opportunités de développer des entreprises et de contribuer au développement des pays ainsi qu'à leur autonomisation. Cependant, ces secteurs sont également confrontés à des défis importants tels que la dégradation de l'environnement, la course des grandes puissances qui veulent exploiter les minéraux et les exporter à l'état brut. Honorables et distingués invités, mesdames, messieurs, en concluant, je voudrais réitérer notre vœu le plus cher, que ces assises restent une meilleure opportunité d'échange, d'ouverture et de prise de conscience des enjeux du moment. Ici, dans ces assises, vous aurez l'occasion de discuter et d'échanger d'expériences. Mais d'ores et déjà, il faut nous-mêmes nous focaliser sur la question de paix et de stabilité. Si nous n'acceptons pas de se faire violence pour résister à cette pauvreté et commencer à travailler, toujours on sera dans le cercle vicieux de destruction et le développement ne sera pas possible dans nos États. Il est temps qu'on se fasse violence, qu'on voit ensemble l'avenir et c'est nous-mêmes qui devons le créer. En ma qualité de champion de l'agenda jeunesse, paix et sécurité de l'Union africaine, je désire profondément que ces échanges contribuent à la réalisation de notre aspiration d'intégrer les jeunes dans la construction de la paix, de la sécurité en Afrique et voir les jeunes Africains prendre en main leur développement économique par la création d'entreprises et la valorisation des produits africains et de prendre leur destin en main pour devenir des architectes de l'avenir. C'est à ce prix que nous parviendrons à l'édification d'une Afrique sûre et stable, une Afrique prospère, intégrée, unie, une Afrique où il fait bon vivre. C'est sûr, c'est vrai, que nous déclarons solennellement ouvert les travaux de la 4e édition du dialogue continental sur la jeunesse, paix et sécurité, organisé sur le thème « Au-delà des discours, l'autonomisation et l'engagement des jeunes dans le développement durable, le système agroalimentaire et les chaînes de valeur minière, un moteur essentiel de l'agenda continental, jeunesse, paix et sécurité ». Que Dieu bénisse vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Encore plus d'acclamations sur ce discours, riche en conseils, riche en témoignages, qui ouvre officiellement la 4e édition du dialogue continental.